Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment fait de vidéo sur le thème de l'horreur depuis Halloween, donc le mois de l'horreur sur ma chaîne, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en refaire une. Aujourd'hui ce n'est pas un paragaming, ce n'est pas une creepypasta, non, c'est un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir. Et bien aujourd'hui c'est le même concept, sauf qu'au lieu de vous raconter 4 histoires d'horreur, je ne vais vous en raconter que 3, car en effet, 2 des 3 histoires de cette vidéo sont plutôt longues. Il est possible que vous reconnaissiez 2 des histoires que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est-à-dire les 2 dernières, car en effet, je les ai légèrement abordées dans la vidéo de mon top 5 de mes histoires d'horreur favorites, le jour d'Halloween, le 31 octobre. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui ce sont les histoires complètes que je vais vous raconter, et pas un simple résumé comme j'avais pu le faire à Halloween. Donc faites comme moi. Prenez place, installez-vous confortablement dans votre lit, dans votre canapé, dans votre chaise, bref, installez-vous confortablement, mettez votre casque, éteignez les lumières, et nous sommes partis pour 3 petites histoires d'horreur. Dear David. Laissez-moi vous parler de l'histoire d'Adam Ellis. Le 7 août 2017, cet utilisateur de Twitter va démarrer un thread dans lequel il va raconter les phénomènes étranges qui se produisent actuellement dans sa vie. Il va commencer ce thread par un tweet qui mettra directement dans l'ambiance les internautes et ses followers, dans lequel il explique que son appartement est hanté par le fantôme d'un enfant mort et qu'il essaye actuellement de le tuer. Il nous explique que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était durant une paralysie du sommeil. Il était dans son lit et en face de son lit se trouvait une chaise sur laquelle était assis cet enfant. Il le fixa pendant de longues minutes avant de se lever pour se diriger vers le lit de Adam. Mais avant que cet enfant n'ait pu l'atteindre, il se réveilla de sa paralysie. Adam étant dessinateur, il en profite pour réaliser un petit dessin de cet enfant pour que nous puissions savoir à quoi il ressemble. Adam nous fournit également une information supplémentaire, c'est qu'il manque un bout du crâne à cet enfant, comme vous pouvez le voir actuellement sur le dessin qu'il a réalisé. Le lendemain, Adam fit un autre rêve dans lequel il se trouvait dans une librairie. Et une fille l'interpella en lui demandant « Vous avez rencontré Dear David ?» La fille lui expliqua qu'il n'apparaît qu'à minuit et qu'il est possible de lui poser 2 questions en commençant par Dear David, mais qu'il ne faut jamais lui poser de 3e question. Plusieurs semaines vont passer durant lesquelles Adam n'aura absolument plus aucun cauchemar de ce type, mais un jour, David finit par réapparaître dans ses rêves. C'est à ce moment qu'Adam se rappelle de ce que lui avait dit la fille de la librairie. Il lui pose donc une première question. Dear David, comment es-tu mort ? David lui répondit « Un accident dans un magasin ». Puis Adam lui posa la seconde question. Que s'est-il passé ? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Puis une troisième. Qui a poussé l'étagère ? Aucune réponse de la part de David. Adam se rendit alors compte qu'il venait de poser une 3e question à David, ce qu'il ne devait normalement jamais faire. Bien évidemment, il se réveilla immédiatement de sa paralysie, et bien évidemment, David avait disparu. Après cela, les événements vont s'accélérer pour Adam. En effet, les choses étranges ne vont plus seulement se dérouler dans ses rêves, mais aussi dans la réalité. Pendant 4 nuits d'affilée, ses chats vont rester fixés devant la porte à regarder quelque chose sous la porte. Un matin, il se réveille même en panique en ayant l'impression que l'entièreté de son appartement est en train de trembler. L'événement le plus troublant restera le jour où il a fait un rêve dans lequel David le tenait par le bras pour l'amener quelque part, dans un ancien hangar désaffecté. Adam ne se souvient plus de pourquoi il l'a emmené ici, et le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait sur le bras une trace rouge. Comme s'il avait effectivement été tenu par David durant la nuit. Quelques jours plus tard, Adam part en vacances au Japon et décide donc d'acheter une caméra de sécurité pour pouvoir surveiller son appart depuis le Japon. Il reçoit donc une alerte dès que la caméra détecte un mouvement, mais la plupart des vidéos sont ses chats qui passent devant la caméra et qui donc déclenchent le détecteur de mouvement. Mais l'une des vidéos va attirer son attention, précisément sur un élément de son appartement, la chaise dans laquelle David s'assoit lorsqu'il le voit dans ses rêves. En revenant de ses vacances, les rêves recommencent. Il est toujours allongé dans son lit et David se tient en face de lui dans sa chaise. Et au moment où David descend de la chaise pour s'approcher de son lit,
Adam a le réflexe dans son rêve d'attraper son téléphone et de prendre des photos de David. Le lendemain, durant la matinée, Adam se rappelle de ce qu'il a fait dans son rêve et décide donc d'aller vérifier dans la galerie photo de son téléphone. Et là... Lucky Fields. Lucky Fields est le nom donné à une petite rue d'à peine 10 maisons dans laquelle tous les habitants se connaissent. Si cette rue se nomme Lucky Fields, ce n'est pas pour rien. En effet, tous les habitants de cette rue sont extrêmement chanceux, et cela est véridique. Cela peut aller de la chance la plus simple, comme gagner un petit lot à un événement, jusqu'à la chance la plus extrême, comme l'histoire très connue d'une famille qui a déménagé à Lucky Fields pour se rapprocher de l'hôpital local car leur fille était atteinte d'une grave maladie. Et quelques jours seulement après leur emménagement, leur fille fut totalement guérie de sa maladie. Même les médecins aujourd'hui ne savent pas comment expliquer cela. Mais attention, vous avez de la chance à une seule condition, c'est de ne pas regarder le sifflement. Toutes les nuits, de 3h03 à 3h05 du matin, un sifflement se fait entendre. Il commence au bout de la rue et se termine 2 minutes plus tard à l'autre bout de la rue. Si certains peuvent prendre cette menace à la légère, il faut savoir que lorsque vous arrivez à Lucky Fields, un comité d'accueil vous offre 2 choses. La première étant un panier garni et la deuxième est une pochette contenant des brochures de journaux faisant état de tragédies qui seraient arrivées à d'anciens habitants de Lucky Fields. Pochette qui aura vite fait de calmer les plus sceptiques. Laissez-moi vous parler d'Enzo. La famille d'Enzo emménage à Lucky Fields après qu'une ancienne locataire soit décédée, morte de vieillesse. Le comité d'accueil les accueille, les parents reçoivent donc la fameuse pochette et décident donc d'appliquer cette règle simple qui est de ne pas regarder le sifflement. Le problème c'est que Enzo, comme tous les enfants, est très curieux. Et c'est pour ça qu'à Lucky Fields, toutes les maisons sont équipées de stores métalliques qui se verrouillent avec une clé. Clé que les parents cachent généralement dans la maison. Ce qui permet aux parents de pouvoir dormir tranquillement sans qu'ils aient peur que leurs enfants aillent regarder à la fenêtre ce qui produit ce sifflement. Après plusieurs mois, maintenant que les parents d'Enzo sont bien installés et qu'ils connaissent tout le monde dans la rue, ils décident de prendre un petit week-end à deux. Ils décident donc de laisser Enzo chez leurs voisins qu'ils connaissent bien. Leurs voisins qui ont 2 filles que Enzo connaît bien puisqu'il joue régulièrement avec elles. Le soir, alors qu'ils regardent tous les 3 un film, Enzo pose une question très spéciale. Vous savez ce qui produit ce sifflement la nuit ? Vous avez déjà essayé de le voir ? Il est presque l'heure. En effet, l'heure est très proche. Mais Sarah, l'aînée, ne s'inquiète pas. En effet, ils habitent ici depuis très longtemps et les filles connaissent très bien la règle, si bien que leur père ne prend plus la peine de cacher la clé. Et malheureusement, Enzo l'a très bien compris. Et il va faire savoir à Sarah qu'il a récupéré la clé des stores dans la chambre de ses parents. Alors que Sarah part en direction de la chambre pour vérifier les propos d'Enzo, il est 3h03 et le sifflement commence à se faire entendre. Sarah court alors en direction de sa chambre et une fois arrivée à la porte, elle voit Enzo et sa petite sœur devant les stores métalliques en train de s'ouvrir. Heureusement, Sarah arrivera juste à temps pour attraper sa sœur, lui cacher les yeux et la tourner dos à la fenêtre. Une fois les stores complètement ouverts, le sifflement se coupa brusquement. Après plusieurs minutes de silence, Sarah réussira à fermer elle-même le store, toujours les yeux cachés dos à la fenêtre. Elle remarquera d'ailleurs en touchant la fenêtre que celle-ci est glacée. Et au moment où elle demande à Enzo si tout va bien, il hurla. Les parents, alertés par les cris, arrivèrent immédiatement dans la chambre de Sarah. Sarah leur expliqua immédiatement qu'elle n'a pas regardé et qu'elle a eu le temps de cacher les yeux de sa petite sœur. Mais avant que les parents de Sarah ne puissent poser la moindre question à Enzo, on toque à leur porte. C'est alors qu'Enzo leur demande « S'il vous plaît, n'ouvrez pas ». Les coups commencèrent à s'intensifier et commencèrent même à se faire entendre sur la porte arrière, sur les fenêtres de la pièce, pour au final s'étendre à toutes les fenêtres et portes de la maison. De plus en plus rapidement, de plus en plus fort et de plus en plus intensément. Après plusieurs minutes, Enzo s'adresse à ceux qui se trouvent derrière la porte. « Arrête, je te promets que je ne dirai à personne ce que j'ai vu. »
Les bruits cessèrent aussitôt et il n'y eut plus aucun événement étrange durant toute la nuit. Une fois le week-end terminé, les parents de Sarah vont donc ramener Enzo à ses parents et vont décider de ne rien dire. Quelques semaines plus tard, un camion de déménagement se trouve devant la maison de la famille d'Enzo. On peut d'ailleurs apercevoir Enzo et ses parents. Ils sont amaigris. Ils auraient perdu entre 10 et 15 kilos chacun. Ils ont le teint pâle, d'énormes cernes et ils ont l'air inhabités, comme s'ils n'étaient plus vraiment là. Après leur départ ce jour-là, plus personne n'eut de nouvelles de la famille d'Enzo. Et personne n'en aura jamais. Ce fut la première et la dernière fois que quelqu'un a enfreint la règle à Lucky Fields. La fillette et son chien. Nous sommes vendredi, il est 18h et Camille est chez elle, devant la télévision. Ses parents viennent à peine de fermer la porte derrière eux. Ils sont partis à un dîner avec des amis et ont prévenu Camille qu'il rentrerait tard, sûrement aux alentours de minuit. Camille reste donc un bon moment devant la télévision tout en mangeant son repas, mais vers 21h30, un flash spécial interrompt l'émission qu'elle était en train de regarder. Ce flash informe les habitants du quartier qu'un petit enfant de 9 ans s'est échappé de l'asile psychiatrique qui se trouve à 10 minutes à pied de la maison. Il serait apparemment très dangereux, ayant été placé dans cet hôpital après avoir assassiné ses 2 parents ainsi que sa petite sœur de 2 ans. Camille, prenant peur, décide d'éteindre la télé et d'aller se coucher en attendant le retour de ses parents. Mais à peine 10 minutes après s'être couché, un bruit se fait entendre, venant de la salle de bain. Un bruit de gouttelettes d'eau qui tombent à intervalles réguliers. Elle n'y prête pas plus attention. Elle comprend que c'est sûrement le robinet qui a une petite fuite et que le bruit s'arrêtera au bout de 5 petites minutes. Mais vers 22h30, soit 1 heure après, le bruit persiste. Camille, elle, est toujours dans sa chambre inquiète, mais surtout elle n'arrive pas à trouver le sommeil à cause de ce bruit. Mais son chien, qui lui lèche la main à intervalles réguliers, réussit à l'apaiser. Vers 23h, une fois calmée grâce à son chien qui la rassure en lui léchant la main, elle décide de se lever pour aller dans la salle de bain pour peut-être fermer le robinet qui l'empêche de dormir depuis maintenant plus d'1 heure. Une fois arrivée dans la salle de bain, le spectacle qui l'attend n'est pas du tout celui auquel elle s'attendait. Son chien est accroché au miroir à l'aide d'un énorme couteau de boucher. Et le bruit qu'elle entend sont les gouttelettes du sang de son chien qui tombent à intervalles réguliers sur le carrelage de la salle de bain. Et sur le mur à côté est écrit avec le sang de son chien: penses-tu vraiment que c'est ton chien qui te léchait la main? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et ces 3 petites histoires d'horreur. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont également inspiré et que vous penserez peut-être à raconter ces histoires ensemble, peut-être cet été au coin du feu, le soir, avant d'aller vous endormir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, c'était Lightfire. Et faites attention à vous cette nuit. Et surtout, si vous entendez un bruit de gouttelettes d'eau dans votre salle de bain, ne quittez surtout pas votre chambre.